grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakara. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce grand dialogue délocalisé aujourd'hui à Tombouctou, la cité des 333 saints. Dans un contexte d'insécurité, les fausses informations peuvent en rajouter à l'angoisse des populations. Celles de Tombouctou ne sont pas une exception. La cité des 333 saints est aussi confrontée au phénomène des fake news qui rendent difficile le travail des journalistes et autres blogueurs, même si des hommes de médias et des activistes luttent contre ces fausses informations. Le phénomène reste d'actualité. Comment la diffusion des fake news impacte-t-elle les habitants de la cité des 333 saints? Comment combattre efficacement la désinformation ici à Tombouctou? Nous en parlons ce soir avec nos invités, Fatouma Arber, blogueuse, Alouseini Aladji, journaliste, et Baba Moulaye, président de la société civile de Tombouctou. Sekou Gadjigo va modérer ce grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'avoir répondu à cette invitation. Je voudrais commencer par vous, Fatouma Arber. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les fausses informations qu'on appelle encore fake news sont une réalité ici à Tombouctou? Merci beaucoup, Sekou. Merci à Studio Tamani de m'offrir l'occasion de m'exprimer sur ce sujet qui me tient sérieusement à cœur. On peut dire vraiment, pour répondre à votre question, que les fake news sont une réalité ici à Tombouctou et qu'ils ont vraiment de l'impact sur la vie de tous les jours, parce que lorsque vous voyez, il y a une grande utilisation des médias sociaux ici. Il y a beaucoup de groupes WhatsApp, il y a également Facebook, et les fausses informations impactent directement sur la population. C'est des informations telles que véhiculées parfois par aussi des animateurs radio qui peuvent directement créer la panique parfois, ou bien aussi vraiment orienter la population sur vers des routes, ou bien je ne sais pas, vers des situations qui ne sont pas vraiment enviables. Alors, Alouseini Aladji, vous qui êtes journaliste, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire comment se présente ce phénomène des fake news ici? Il faut dire, pour rebondir dans le même sens que Fatouma, elle a parlé d'animateurs, souvent même de journalistes qui sont dans des médias, qui décident de créer un groupe WhatsApp, et sur ces groupes WhatsApp, ils partagent des informations. La dernière en date, c'est lors de l'attaque qui a visé la patrouille de la police nigériane de la MINUSMA. On a vu sur plusieurs groupes WhatsApp que l'aéroport de Tombouctou a été attaqué. Alors que ce n'était pas le cas, la patrouille se trouvait sur la route de l'aéroport. Imaginez par exemple sur des centaines de groupes WhatsApp qu'il y ait des gens qui ne soient pas par exemple des journalistes. C'est compliqué pour ces personnes de pouvoir vérifier l'information. Maintenant, ces journalistes ou animateurs qui partagent ces informations sur ces groupes WhatsApp souvent ne prennent pas la peine de vérifier ces informations qu'ils reçoivent. Ils partagent ça comme ça. Maintenant, souvent sur des groupes WhatsApp, il se peut qu'il y ait un journaliste ou des journalistes qui décident de démentir ces informations, mais ce n'est pas sur tous les groupes WhatsApp qu'on a 2 ou 3 journalistes qui peuvent démentir ces informations. Donc les fausses informations constituent une réalité à Tombouctou comme dans toutes les autres localités du Mali. Alors Baba Moulaye, vous êtes le président de la société civile, et la population lambda est beaucoup concernée par ce phénomène de fake news. Fatouma Arber et Alouseini ont reconnu que le phénomène est une réalité. Vous, comment vous le vivez ici? Bonsoir les auditeurs de Studio Tamani, bonsoir chers camarades. Ici, moi mon inquiétude c'est que les fake news ça empoisonne réellement notre vie. C'est un véritable poison que nous consommons, parce que moi je les vois au quotidien comme un match de foot. Quand il y a un événement là, c'est comme un match de football. L'information va comme les joueurs se font les passes.
comme ça, lui, sur le groupe WhatsApp. Et surtout que le problème à Tombouctou, c'est que les gens qui sont dans ces différents groupes, il y a des gens qui n'écrivent pas, mais c'est des vocaux seulement qu'ils échangent. Là, ils ont le temps d'enregistrer et diffuser les informations très rapidement. Là. Ils n'écrivent pas très rapidement et les informations se changent de groupe en groupe, de personne en personne. Ce qui fait que tu n'as même pas le temps d'écouter un vocal qu'un autre tombe. Vous voyez, et l'information change. Comme Alousseni l'a dit, du moment où l'attaque a eu lieu, à 1 heure de temps après, il y a eu diverses informations, diverses interprétations. Donc on ne sait même pas d'où donner la tête. Même le charretier, il a son téléphone, il est sur WhatsApp, il parle. Il dit ce qu'il n'a pas vu. Vous voyez, et moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est que les professionnels de l'information utilisent ces informations gagnées sur WhatsApp pour les diffuser sur les canaux internationaux. J'en veux pour l'information qui est donnée par un autre correspondant international qui dit que c'est dans les rues de Tombouctou que l'attaque a eu lieu. Ce n'est pas dans une rue. C'est à 4 km, 2 ou 3 km de la ville, à cheval entre l'aéroport et la ville de Tombouctou, au bord d'une station essence qui n'est pas utilisée, donc je vais taire le nom, qui n'est pas utilisée. Ces hommes étaient en stationnement quotidiennement, ils sont là-bas. C'est un passage, c'est une position de dissuasion de l'aménagement. Donc, une position de dissuasion et d'alerte de l'aménagement. Mais les gens ont interprété de toutes les façons. Donc vraiment, je pense que les professionnels ont beaucoup de travail à faire. Les professionnels, les grands blogueurs ont beaucoup de travail à faire par rapport à ces fake news-là. Parce que moi, je me rabats sur des collaborateurs à moi. Je connais leurs capacités, je me rabattrai sur eux pour vraiment trouver des solutions à ça. Mais pour vous, selon vous, comment se fait-il que les gens ont confiance à les informations véhiculées comme ça sur des groupes, les réseaux sociaux, alors qu'il y a des médias professionnels qui sont là? Ou bien vous pensez que ces médias, ces journalistes ne font pas leur travail? Non, ce n'est pas que les journalistes ne font pas leur travail. Les journalistes, ils connaissent les règles d'utilisation les réseaux sociaux ont des règles d'utilisation. Ces journalistes blogueurs connaissent les règles d'utilisation des réseaux sociaux. Ils savent pour balancer une information, il faut la traiter, il faut être sûr que cette information ne se retrouverait pas fausse. Donc ça, c'est des professionnels. Mais bon, le temps qu'eux, ils analysent les informations pour les diffuser, ceux-là qui ne sont pas des amateurs, qui sont seulement des personnes comme ça, et ils ont leur petit téléphone, ils disent n'importe quoi. C'est que les journalistes, ils ne peuvent pas prendre l'information sur le tas automatiquement et véhiculer, s'il n'est pas sur le lieu. S'il est sur le lieu, il peut directement donner l'information. Mais s'il n'est pas sur le lieu, il est parti d'une information qui est venue d'ailleurs, il est obligé de s'arrêter et de traiter l'information. Donc sinon, si on lui dit qu'il est sur le feu de l'action, ou bien s'il est proche de l'action, il peut automatiquement nous donner l'information. Voilà, on ne peut pas les condamner de ne pas être prompt. Parce que ça aussi, le professionnalisme a son droit, quoi. D'accord. Voilà. Fatouma Harbert, est-ce que souvent il arrive que des professionnels des médias ou même des blogueurs soient même des canaux de relais de ces fausses informations-là? Oui, merci pour la question. Oui, cela peut arriver, même si il faut le dire, c'est très rare. Parce que nous, au niveau des blogueurs, nous sommes vraiment organisés de façon... Nous avons fait plusieurs renforcements de capacité et nous continuons à en faire avec les blogueurs et les journalistes animateurs. Et même là, maintenant, nous avons encore des programmes de renforcement de capacité prévus pour les animateurs radio. Concernant la vérification de l'information. Nous, à notre niveau, on fait de sorte à ce que le blogueur vérifie toujours l'information avant de la diffuser. Et même là, nous faisons une sorte de veille. En tout cas, au niveau de Tombouctou et des blogueurs de Tombouctou, on fait une veille, on suit les blogueurs. Lorsqu'un blogueur diffuse une information qui n'est pas vérifiée, très rapidement, que ce soit moi ou bien Alousseni, très rapidement, nous venons vers cette personne-là pour lui dire, bon, tu fais attention, est-ce que cette information que tu as vérifiée, est-ce que tu as diffusée, elle est vérifiée, tu es sûr de ça, quelle est ta source?
Et nous-mêmes, de l'autre côté, nous essayons toujours de vérifier ces informations-là lorsqu'il y a un doute dessus. Alors, en dehors de ce travail de veille pour essayer de vérifier tout ce qui est diffusé, est-ce que vous remarquez que les formations que vous donnez aux journalistes, aux blogueurs, est-ce qu'ils s'en servent réellement? Oui, bien sûr. Ils s'en servent réellement. Parce que tous ceux qui diffusent ces fausses informations ne sont pas justement membres de notre communauté de blogueurs ou bien des associations de blogueurs que nous formons. Alors, même si je dis une chose, c'est que nous avons eu vraiment à faire des campagnes audio, des spots radio pour pousser les autres, même les animateurs qui n'ont pas été formés, pour leur dire vérifier, et des spots qui ont été diffusés dans nos langues. Mais ce n'est pas toujours bien utilisé, quoi. Alouzeni Aladji, Baba Moulaye a dit les journalistes ne sont pas à blâmer par rapport à ça et vous faites votre travail professionnellement. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tous les journalistes sont professionnels par rapport à ça? Oui, en partie je suis d'accord sur ce qu'il dit, mais il y a des journalistes, par exemple, comme je l'ai dit au début, il y a des journalistes qui décident de créer un groupe WhatsApp sur lequel ils diffusent régulièrement des informations, et la plupart de ces fausses informations sont diffusées sur ces groupes WhatsApp-là. Maintenant, est-ce que le journaliste lui-même qui a créé ce groupe WhatsApp revient pour vérifier, pour dire à cette personne quelle est ta source? En fait, c'est ça le problème. Ces groupes WhatsApp, je pense qu'ils sont créés uniquement pour recevoir des informations et non des informations vérifiées. Donc ça ne doit pas être uniquement des groupes pour recevoir des informations, mais ça doit être des groupes pour recevoir des informations qui sont vérifiées. Mais malheureusement, ces journalistes ne prennent pas la peine de vérifier ces informations qu'ils reçoivent sur des groupes qu'eux-mêmes ils ont créés. C'est en fait ça le problème. Donc ce n'est pas seulement, les informations ne sont pas seulement partagées par des particuliers, mais par des journalistes, par des animateurs qui sont souvent dans ces médias, qui veulent avoir leurs propres médias entre parenthèses, parce que pour eux, WhatsApp est un média, Facebook est un média qu'ils peuvent utiliser pour partager des informations. Et le problème, c'est quoi à ce niveau? C'est que ces personnes qui reçoivent ces informations, on a l'impression qu'ils veulent avoir des fausses informations, parce que lorsqu'on parle de sécurité, les gens veulent avoir des informations où on parle d'attaque, il y a combien de morts. En fait, c'est des informations pareilles que les gens veulent avoir. Maintenant, si le journaliste ou quelqu'un d'autre décide de balancer sur le groupe WhatsApp une information pareille, donc les gens partagent ça partout. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, également, ces personnes veulent qu'on dise qu'ils sont les premiers à partager l'information. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la course au scoop, comme on le dit, fait que les journalistes, les animateurs qui animent ces groupes WhatsApp-là passe à côté. Oui, mais parlant de ce cas de l'attaque contre l'amunissement le vendredi dernier, Baba Moulaye disait un correspondant d'un média a relayé l'information qui n'était pas totalement vraie. Mais est-ce qu'un journaliste d'ici, un professionnel, ne pouvait pas démentir cela en donnant plus de détails? Ou bien même si vous faites cela, vous n'êtes pas, on ne vous fait pas confiance? Moi, je n'ai pas vu cette information dont il a parlé, mais ce que j'ai vu, il y a par exemple un groupe WhatsApp animé par un journaliste très connu d'ici, voilà, qui a partagé une information selon laquelle l'aéroport de Tombouctou a été attaqué. Mais il a fallu qu'un autre journaliste de Tombouctou reviennent sur ce groupe pour dire non, ce n'est pas à l'aéroport, mais sur la route de l'aéroport. Parce que c'est deux choses. Sur la route de l'aéroport et à l'aéroport, c'est deux informations différentes. Imaginez que quelqu'un entende qu'il y a par exemple une attaque à l'aéroport, c'est différent d'une attaque sur la route de l'aéroport. Donc ça, c'est arrivé, mais l'information d'un correspondant des médias internationaux, je ne suis pas au courant, mais quand même, je sais que cette information qui a été partagée partout sur des groupes WhatsApp créés par des journalistes, des animateurs de Tombouctou, l'information a été démentie.
démentis sur ces groupes WhatsApp. Mais l'autre problème, c'est quoi? C'est que, je l'ai dit, sur tous les groupes WhatsApp, on ne peut pas avoir des journalistes qui sont ça et là à démentir ces informations. Donc, ce qui fait que on a un groupe WhatsApp sur lequel on a 400, 500 personnes. Imaginez que sur ce groupe, il n'y a pas un journaliste pour démentir ces fausses informations. Il y a 500 personnes qui reçoivent de fausses informations. C'est ça le problème. Et 500 personnes qui diffusent, voilà. Qui peuvent partager, Justement. envoyer dans d'autres groupes où il y aura 500 autres personnes encore. D'accord. Alors, on a plusieurs types de fausses informations, qui certaines sont faites sciemment, certaines sont relayées inconsciemment. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir quels sont les types de fausses informations qui sont courants ici? Est-ce que c'est beaucoup plus la désinformation qui est faite de façon consciente ou bien c'est la mésinformation, Fatouma Herbert? Oui, quand on prend le cas de Tombouctou, c'est surtout la désinformation qui est très très présente. Oui, lorsque, comme pour le cas de l'aéroport où c'est vraiment ce n'est pas une fausse information relayée ou bien fabriquée et relayée spécifiquement pour induire les gens en erreur, non. Lorsque la personne diffuse l'information, elle-même est convaincue que c'est la bonne information, donc sans pour autant avoir autant de sources. Donc c'est plutôt la mésinformation. Voilà, c'est plutôt la mésinformation, excusez-moi, qui est très présente à Tombouctou, même si il faut savoir aussi que des cas de mésinformation sont là et qui sont diffusés comme partout au Mali. Il y a aussi des informations qui sont plutôt de la propagande. Ça aussi concernant par exemple l'amunissement, il y a des fausses informations aussi, de mésinformations qui concernent la France, qui concernent certains faits politiques qui sont faits sciemment, qu'on rencontre aussi à Tombouctou. Alors Baba Moula, nous savons que nous sommes dans un contexte sécuritaire un peu particulier à Tombouctou. Est-ce qu'aujourd'hui ces fausses informations-là peuvent contribuer à aggraver cette situation? Bon, souvent ça nous complique la tâche parce que il faut faire je suis en face d'une grande blogueuse et puis d'un grand journaliste. Il faut faire la part des choses. Je reviens un peu en arrière. Quand moi j'ai dit journaliste, je sais de quel journaliste je parle. Je ne parle pas d'animateur radio. Donc ici, c'est à 90% des animateurs radio. Il faut que ça soit clair. Moi, mon problème a toujours été qu'on dit à n'importe qui prend le micro, on lui dit journaliste. Moi, je ne suis pas d'accord. Un journaliste, c'est quelqu'un c'est un professionnel qui connaît la déontologie du métier. Tu vas prendre les animateurs radio, ils ne connaissent même pas la déontologie du métier. Ils ne connaissent même pas l'utilisation des réseaux sociaux. Ils ne savent même pas quel danger il y a. Aujourd'hui, si tu dois prendre ces blogueurs ou bien ces animateurs radio qui utilisent les réseaux sociaux, moi, je t'assure que 90% aujourd'hui doivent dormir en prison. Parce que dans ce qu'on parle tout de suite, dans le partage des informations et des images, il y a certains qui partagent les images des atrocités, des propagandes aussi des terroristes. Ces gens, ils font de l'apologie du terrorisme. On doit les arrêter. Il y a une loi, on doit les arrêter. Tous ceux qui partagent les images des propagandes des terroristes doivent être arrêtés. C'est de l'apologie. Tu fais de la propagande pour eux. Et ça, vous convenez avec moi que ça se passe à longueur de journée. Les images que vous voyez sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas été les chercher. C'est d'autres qui les ont postées directement parce qu'eux aussi ils ont accès à certains groupes. Ils les postent sur les groupes et les analphabètes qui sont ces animateurs, ces autres blogueurs d'une autre race, ils partagent ces images sans savoir qu'ils se font du mal, ils font du mal au pays. Ça, c'est des choses que les vrais journalistes et les vrais blogueurs doivent se mettre pour pouvoir corriger cet art-là. Vous devez le corriger. Interdisez. Celui qui fait, vous le biffez du groupe, vous les enlevez du groupe, vous êtes des blogueurs. Trouvez les moyens de sanctionner vos camarades. Ça, c'est clair. Le journaliste qui le fait, un procureur est là pour s'auto-saisir de son cas. Mais, je ne sais pas,
Ça ne se passe pas comme ça. Oui, mais aujourd'hui, nous, par rapport à certaines informations, nous luttons pour que la paix revienne, nous luttons pour que les gens se réconcilient, tout. Mais quelqu'un vient, il poste une fausse information qui nous met en porte-à-faux avec d'autres ethnies ou bien d'autres clans ou autre chose. Ces informations aussi se passent. Nous sommes obligés, là souvent, moi je prends mon téléphone. Moi, quand quelque chose se passe à Tombouctou, je suis une des rares personnes qui attend l'information d'un journaliste ou bien des réseaux sociaux. Non. Je prends ma voiture, bien je prends ma moto, je me rends sur les lieux. Il n'y a pas un lieu auquel je ne suis, qui ne m'est pas accessible. Où que ce soit, je m'y rends. L'information, je vais la chercher à la source. Je ne suis pas un journaliste, je suis un acteur de la société civile. Je vais chercher l'information à la source. Parce que je sais des gens ont utilisé des actions que nous avons eu à faire à leur compte en les relatant d'une autre manière. Alors que les principaux acteurs, c'est nous. Ils prennent ces informations, ils l'utilisent autrement. Donc c'est fausse information. Moi, je ne fais pas de diffusion. Vous compliquez cette tâche qui consiste à réconcilier les communautés. Vraiment, ça nous confie. Alors, Aloussine Aladi, en tant qu'homme de médias, en tant que journaliste, comment les médias sont-ils impactés par ce phénomène de désinformation? Oui, il faut dire que c'est la plupart des radios, par exemple, de la région de Tombouctou, utilisent très souvent des informations vues sur les réseaux sociaux et certaines ne prennent pas en fait la peine de vérifier l'information qu'ils reçoivent, parce que la plupart de ces médias quand même ont ce qu'on appelle la revue de presse hebdomadaire. En réalité, certaines ne font pas une véritable revue de presse, c'est des informations copiées ça et là. Ils ne prennent pas en fait la peine d'abord de vérifier ces informations, et d'autres également, au lieu de faire une vraie revue, c'est-à-dire relayer des informations qui peuvent être de fausses informations partagées par les médias d'origine, les médias sur lesquels ils ont vu ces informations. Donc le problème, c'est que on a véritablement besoin de formation au sein de nos médias. L'impact, c'est quoi? C'est que ces animateurs, journalistes, très souvent, qui donnent ces informations dans ces médias, ne prennent pas la peine de vérifier. Et ce qui fait que les auditeurs qui reçoivent, parce que ici à Tombouctou, la plupart des informations que les auditeurs attendent, c'est des informations liées à la sécurité. Très souvent, si un journaliste ou un animateur finit de donner, finit son édition du journal, on lui demande souvent, on n'a pas eu une information sur la sécurité. On a l'impression que les gens, s'il n'y a pas une information, les auditeurs, s'il n'y a pas une information sur la sécurité, on a l'impression que les auditeurs ne sont pas satisfaits. Alors qu'on peut passer toute une journée sans donner une information liée à la sécurité. Donc ce qui fait que les journalistes, les animateurs font tout pour avoir au moins une information liée à la sécurité. Même si ce n'est pas vérifié. Bon, même si ce n'est pas vérifié, souvent ils peuvent donner ça. Parce que ici, il faut dire qu'il n'y a pas en fait une structure pour véritablement réguler. Dans les régions, la HAC pratiquement n'existe pas dans les régions. Il faut le dire, même si l'IRTEL que je représente à Tombouctou est là, mais il n'y a pas véritablement une structure de régulation de ces médias. Parce que la plupart de ces fausses informations, au-delà de Bamako, c'est quand même dans les régions du Nord, c'est au centre quand même. Il faut une véritable régulation. Il faut que la HAC soit présente dans ces régions pour véritablement réguler ces médias. Sinon, les fausses informations vont continuer. C'est parce que on donne une fausse information, on sait qu'il n'y a pas de sanctions, on sait qu'il n'y a pas une structure pour réguler. On va continuer à donner de fausses informations. C'est vrai, on forme. Fatouma l'a dit, on continue à former les confrères et autres. Mais il faut, à côté de la formation, une régulation. D'accord. Cette formation n'est pas suffisante. Hein? Oui, la formation, pratiquement tous les mois on donne une formation. Mais à côté de la formation, je dis qu'il faut
sanctionner, il faut réguler. C'est un peu ça. Il faut que les journalistes qui donnent une mauvaise information sachent que à côté de la formation, parce qu'il y a des gens qui sont formés, mais ils font exprès, ils sont animés d'une mauvaise intention, ils font exprès de partager de fausses informations. C'est ça le problème. Alors Fatouma Albert, est-ce que la formation des hommes de médias, des blogueurs, seul suffit aujourd'hui? Est-ce que c'est pas aussi, il n'est pas aussi bon de faire une éducation aux médias à l'endroit des citoyens même? Oui. Ce que vous dites est vrai. La formation, juste la formation des hommes de médias ne peut pas suffire, j'en conviens. Parce que même, Alous l'a dit aussi, même lorsque vous formez l'homme de médias, lorsqu'il n'est pas animé d'une bonne volonté, même s'il a tous les outils pour vérifier l'information, bien formé qu'il est, il peut relayer une fausse information parce que c'est la course à l'audimat, c'est la course à dire que je suis le meilleur journaliste, je suis le plus grand blogueur, j'ai diffusé telle information. Donc on a besoin d'autres, en plus de la formation, vraiment une régulation du domaine, même pas une régulation, mais il faudrait vraiment qu'il y ait les instances, qu'on ait l'impression, qu'on sache que notre presse, la presse locale, ici est connectée à la presse nationale. Donc ce n'est pas le cas maintenant. Non, ce n'est absolument pas le cas. Les radios sont là. C'est vrai qu'il a la liberté d'expression, nous y tenons tous. Mais le problème, c'est que tout le monde dit ce qu'il veut sur sa radio. Tu ne t'attends pas à une sanction. Tu ne t'attends à rien. Et même là, lorsqu'un seul blogueur de Tombouctou a été concerné par une sorte de sanction, ce n'était pas lié à une diffusion de fausses informations, mais c'était juste pour une blague, une comédie. Vous voyez, alors que tous les jours nous entendons des fausses informations. Il y a des blogueurs il y a eu par exemple le cas durant la période Covid, il y a eu le cas de la case de la mort où des journalistes, que ce soit des journalistes d'ici et des journalistes d'ailleurs, ont relayé l'image d'une case qui serait la case de la mort, où on a fait croire aux gens que c'était sous cette case qu'on mettait les malades du Covid à Tombouctou, à l'hôpital de Tombouctou. Nous avons checké l'information et en fait, c'était pas ça. C'était pas ça. Mais pourquoi il n'y a rien eu? Il y a eu la fausse information, il y a eu un démenti, mais il n'y a pas eu de sanction, ou bien on n'a même pas senti qu'il y avait la HAC ou bien une instance chargée de réguler ou bien qui regarde les informations qui sont mises en ligne dans nos régions là pour dire que telle personne a fait telle chose à Tombouctou, il a relayé une mauvaise information, ne serait-ce que lui faire savoir que ce qu'il a fait n'est pas bon, il ne faudrait pas qu'il le reprenne. Voilà. D'accord. Baba Moulaye, je parlais tout de suite de l'éducation aux médias qu'il faut souvent pour les populations. Vous, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Bon, nous, société civile, on nous a appris comment travailler avec les médias. Vous savez, nous aussi, nous sommes formés de manière à ce que nous puissions travailler correctement avec les médias. On ne vient pas aussi tomber comme ça. Bon, moi, je prends pour exemple, un moment, des animateurs, je sais pas, des blogueurs ont diffusé des informations, par exemple, par rapport à l'hôpital de Tombouctou. C'était des événements qui s'était passé et ils ont donné l'information brute comme ça qui était loin de la réalité. Moi j'ai appelé d'autres radios, j'ai appelé les acteurs principaux, je les ai demandé de les interroger devant nous pour qu'ils donnent la vraie version des faits. Ça c'est notre rôle. J'ai amené les familles des victimes, j'ai amené les journalistes, je les ai dit de donner les vraies informations. Quand ça se passe chez nous, c'est comme ça que nous faisons. On choisit des gens plus crédibles, on les amène pour diffuser l'information. Et une autre fois, il y a eu un autre fait dont je suis témoin, moi, à l'hôpital. J'ai dit non, ça ne va pas se passer comme ça. J'ai amené une radio qui m'a envoyé
un agent de la radio, j'ai dit de venir interroger le malade, interroger ses accompagnants pour dire la vraie version des choses. Parce qu'il faut que le malade parle, il faut que ses accompagnants parlent. Nous, on ne parlera pas. C'est eux qui vont parler. Ils ont parlé, ils ont donné la bonne information. J'ai dit, c'est un système. Si vous avez été floué quelque part, il y a des mécanismes d'intervention. Vous ne pouvez pas prendre votre mal et le diffuser comme ça. Donner à qui nous sommes là, nous défendons les usagers. Quand quelque chose se passe, nous sommes reconnus officiellement comme défenseurs de ces usagers. Vous devez vous adresser à nous. La direction, vous n'avez rien à voir avec la direction. Parce qu'il y a beaucoup de choses, des gens qui vont à la direction. La direction, nous, on les compare au même titre que les infirmiers et autres. Ils ne s'abandonnent jamais. C'est une solidarité entre eux. Nous avons un mécanisme de remettre de l'ordre dans tout ça. Malheureusement, les populations, quoi qu'on fasse, ne nous aident pas. Nous mettons les radios à contribution. Nous avons fait combien d'émissions avec vous? Nous n'avons pas été tendres avec eux. On n'a jamais été tendres. Mais l'information, le traitement s'arrête là. Les radios ne nous aident pas. On les amène à travailler sur l'information, mais ça se passe, ça s'arrête là, quoi. Les radios ne vous aident pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire, dans la diffusion de l'information. Moi, je vous donne au moins la bonne information. Il faut l'utiliser. Qu'est-ce qui prouve la bonne information? Je voudrais faire réagir à Luceni par rapport à ça. Non. Qu'est-ce qui prouve que c'est de la bonne information? Fatouma, la bonne information. Le monsieur, il a été alité pendant au moins 1 semaine, 2 semaines. Il a eu une fracture à la jambe. Il a été alité. Bon, malheureusement, ils ont essayé de colmater la cuisse ailleurs, chez le tradithérapeute. Ça n'a pas marché, ils l'ont amené. Il est resté jusqu'à ce que la jambe s'est nécrosée. Donc tout le processus a été déclenché pour le prendre en charge. Malheureusement, la veille du jour de l'intervention, le chirurgien, il voyage. Il laisse le malade. Le pied, la jambe nécrosée, tombe, est coupée, est tombée. Il a fallu l'intervention d'un gynécologue, qui n'est pas un chirurgien, c'est un gynécologue qui a pris en charge le malade. J'étais témoin pour l'amputer de la jambe à un niveau plus haut pour pouvoir sauver le petit. J'ai été témoin. Donc, on ne me dit pas, ça c'est une information, j'étais là du début jusqu'à la fin. Donc en résumé, c'est ces faits qui ont été mal rapportés. Ces faits ont été mal rapportés par d'autres personnes. Oui, il parle d'une radio, c'est pas toutes les radios. D'autant plus que je vous ai dit, ce que je déplore chez vous, toi-même tu as fait l'erreur tout de suite, tu dis les journalistes. À Tombouctou, tu comptes les journalistes professionnels au bout des doigts. Vrai ou faux? D'accord, on va je ne veux pas dire un journaliste professionnel comme toi. Comment un professionnel journaliste à Tombouctou? Je ne veux pas dire un journaliste quand même. Bana des radios, tu peux les appeler journalistes. Baba Moula, on va laisser Luceni réagir. Il dit que vous ne leur aidez pas à faire ce travail-là. Oui, je pense que ça c'est une appréciation parcellaire liée à une seule radio. Je ne sais pas, il parle de quelle radio. Il a parlé d'une radio qu'il a appelée. Cette radio n'a pas fait le travail. À Tombouctou, par exemple, il y a une dizaine de radios. Si la radio qu'il a appelée n'a pas fait le travail, ce n'est pas toutes les radios. Mais voilà. Soyez autant disponible pour nous. Il est témoin. Chez moi, par exemple, je l'ai appelé plusieurs fois pour des débats. Il vient régulièrement à nos débats. Donc, le fait de dire que les radios ne les aident pas, c'est compliqué de comprendre ça. Ok, d'accord. Vous n'êtes pas d'accord que vous ne les aidez pas? Une radio a mal fait son travail. C'est pas toutes les radios qui ont mal fait leur travail. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce phénomène de désinformation a fait perdre à certaines radios leur crédibilité? Bien sûr. Même ce matin, je disais à quelqu'un, la crédibilité, on ne la perd qu'une seule fois. Une fois qu'on perd cette crédibilité, même si demain tu viens à dire la vérité, on va dire voilà, c'est la même personne qui nous a menti. Donc ces informations qu'on donne à longueur de journée qui sont fausses, dès lors qu'un auditeur sait que ce journaliste lui sert régulièrement de fausses informations, il va aller ailleurs, à l'heure de son journal, il va dire il va commencer à nous donner des fausses informations. Je connais des gens, déjà même en ville, on dit telle personne
il ne donne que des fausses informations. Je préfère ne pas citer de nom, mais c'est comme ça. Un journaliste, une fois qu'on sait que tu donnes des fausses informations, même si on t'écoute, on ne va pas croire à ce que tu dis. Donc ça peut arriver. Vous, en tant que représentant de l'URTEL, qu'est-ce que vous faites dans ce sens, dans le cadre de la sensibilisation, pour montrer aux radios que leur crédibilité compte beaucoup dans le travail Oui, on sensibilise régulièrement les confrères. Le problème, c'est quoi? C'est que souvent les gens n'aiment pas être sensibilisés. Tu vois quelqu'un qui ne fait pas bien son travail, tu lui parles, tu lui dis voilà, c'est comme ça que tu dois faire, la personne se fâche. Lorsqu'on refuse d'apprendre, c'est vraiment compliqué. Lorsqu'on refuse d'apprendre, tu sais que cette personne peut t'aider, la personne te dit c'est comme ça qu'on doit faire, tu te fâches, tu ne veux pas être formé, c'est compliqué. Le problème c'est quoi? C'est que les gens, il faut dire la vérité, les gens n'aiment pas être formés. Les gens n'aiment pas être formés. Les gens pensent qu'il faut se contenter du peu pour dire voilà, je suis journaliste, je suis animateur. C'est vraiment compliqué. Peut-être je suis mal placé pour parler de ça, mais Fatouma et mon tonton Baba Moulay, ils peuvent dire quelque chose sur ça. Les gens n'aiment pas être formés. On dit à des gens souvent, venez, on va vous former. C'est arrivé récemment. On a appelé des gens, par exemple, à Sankorela pour les former sur les fausses informations. On a vu que 2 à 3 personnes parce qu'il n'y a pas d'argent dedans. C'est compliqué. D'accord. Fatouma Arbert, on l'a dit, les radios, ça c'est un autre aspect. Mais vous qui êtes blogueur, vous intervenez très souvent sur les réseaux sociaux. Quelles sont les difficultés ou bien quelle est la difficulté dans ce combat contre les fausses informations pour vous? Oui, la difficulté réside vraiment au niveau du non-contrôle sur l'information. Parce que une fausse information, dès qu'elle est diffusée, elle part. Et il est vraiment très, très difficile de contrôler cette diffusion-là. Donc, que ça soit un blogueur ou bien un journaliste, quand il met une fausse information sur un groupe WhatsApp ou bien sur Facebook. Sur Facebook, comme je l'ai dit, sur Facebook, on fait une veille, on peut nous-mêmes, à travers nos médias, présentement avec Al-Husseini et le rédacteur en chef un nouveau média qu'on a mis en place qui s'appelle Sahel Check, où on essaie vraiment de parer rapidement, démentir s'il faut démentir, former aussi beaucoup. Nous taxons beaucoup sur la formation des animateurs radio parce que pour nous, il faut que celui qui diffuse l'information ait ce réflexe-là de se dire que je dois toujours émettre une bonne information. Je dois toujours vérifier. Je dois être sûr que cette information-là ne va pas revenir comme une mésinformation ou bien une désinformation. Mais est-ce que souvent les conditions dans lesquelles vous travaillez, comme par exemple l'accès à l'Internet, on sait qu'il y a certaines informations qu'on peut vérifier par un coup de fil ou bien se déplacer pour aller voir, mais certaines informations, des vidéos truquées, il faut passer par des outils. Et nous savons qu'avec l'Internet que nous avons à Tombouctou, c'est très très difficile. Mais quand même, nous partageons, vraiment avec Al-Husseini, nous partageons ces outils-là avec les journalistes et les blogueurs. Et on fait tout pour qu'ils aient ce réflexe-là de vérifier, d'utiliser ces outils-là. C'est des petites applications qu'on partage avec eux lors des formations. On leur dit, bon voilà, en tant que journaliste, toi, chaque personne, non seulement les journalistes, mais même les auditeurs. On fait beaucoup de sensibilisation vers les auditeurs. On leur dit de toujours chercher à vérifier, de reconnaître même. On donne même les attributs, les critères pour identifier une fausse information. Dès qu'on te lance une information, il y a des choses auxquelles tu dois prêter attention. De qui vient l'information? Est-ce que c'est une personne crédible? Et maintenant, tu vas chercher aussi, quand c'est sur les médias sociaux, c'est difficile. Vraiment, avec Internet, à Tombouctou, c'est très difficile. Mais nous, en tant que blogueurs, nous sommes là. Dès qu'on identifie une fausse information, on essaie toujours de donner la bonne information et essayer de vérifier. D'accord. Baba Moulay, vous l'avez dit, certaines radios ne vous rendent pas la tâche facile dans le cadre de la lutte contre ces fausses informations. Quelles autres difficultés vous êtes confrontés au niveau de la société civile? Peut-être c'est une question de coordination.
avec les responsables des médias, si on coordonnait bien nos actions, parce que nous jouons tous pour l'apaisement. Je le dis, si nous coordonnons les efforts, je pense que nous pouvons mieux faire. Parce qu'il y a des informations souvent ceux qui donnent, par exemple, ceux qui donnent des informations vraies, administratives ou bien sécuritaires, donnent à une personne qui balance et les autres ne font que partager. Ça, c'est pas bon. L'administration, pour certaines informations, doit faire une conférence de presse ou bien avoir un point de communication avec un point de rencontre avec les blogueurs et les responsables des radios pour vraiment jouer à l'accalmie, quoi. Je donne 2 exemples rapidement. Les matins, quand l'aménagement ou bien l'armée va faire des exercices de tir, la population doit être avisée. On doit utiliser tous les canaux d'information pour informer les populations. Parce que nous sommes dans une zone de guerre. Quand il y a des coups de feu, des obus, des coups de détonation d'obus, ça fait peur. Donc l'armée ou bien l'aménagement doivent donner l'information aux blogueurs, aux radios, pour aviser les populations. Mais on donne l'information à une ou deux personnes. On ne nous le donne pas. On ne vous donne pas l'information. Le matin, quand il fait boum, boum, une fois on nous a avoué les coups de feu, ça c'est le camp Mok qui a été attaqué. Ça c'est le camp de la gendarmerie qui a été. Ça c'est sur la route de Berre. Déjà ils rentrent dans la spéculation. Comme je t'ai dit, comme un ping-pong. Des informations. Qui a des informations? La nuit, quand il y a coup de feu, en pleine nuit, il peut y avoir des tirs. Ah, Alousseni, tu n'as pas cette information. Ah, Fatouma, tu n'as pas eu cette information. La nuit, les gens passent tout le temps à téléphoner sur le groupe SAP, sur le téléphone, pour savoir d'où viennent ces coups de feu. Mais si on est coordonné, la police doit savoir, la gendarmerie doit avoir une idée, parce qu'ils ont des checkpoints partout. Le coup de feu, sur 4 ou 5 checkpoints, on doit savoir de quel côté le coup de feu est venu. Ça, c'est une bonne organisation, permet de situer le coup de feu. Quand la SOMAGEP annonce, une nuit, la SOMAGEP a annoncé, a fait passer le communiqué comme quoi le service est rétabli à la SOMAGEP. Mais quelqu'un d'autre a dit que non, que la coupure n'est pas finie. Ça a suscité un tollé la nuit. C'est sur une radio que le communiqué devait passer. Le monsieur n'a pas donné l'information très tôt. Quand moi j'ai eu l'information, j'ai demandé au monsieur que non, je n'ai pas fait. On m'a dit de faire le communiqué comme quoi le service est rétabli. J'ai dit non, il y a des gens qui sont en train de faire sur le groupe WhatsApp que la panne n'est pas réglée et que la coupure continue. Alors, en un mot, ils viennent de le dire, il n'y a pas d'autorité de régulation qui sont en tout cas présentes, sinon efficaces ici à Tombouctou. Voilà, ça, est-ce que cela ne vous préoccupe pas? Ça nous préoccupe. Oui. C'est pour cela que j'ai dit, avant que tout cela ne soit les instances judiciaires prennent les responsabilités, soit nous prenons notre responsabilité, nous qui avons souci de la tranquillité des populations, on prend notre chose, on met un consortium en place où nous partageons les informations et chercher toujours la bonne information pour la diffuser. Comme ça, on va créer un créneau crédible où les gens peuvent s'abreuver. Alousseni, on termine par vous, proposition de solutions pour pouvoir rendre efficace cette lutte que vous menez ici contre ces fausses informations. J'insiste sur cet aspect. Il faut que les gens acceptent de se former. Il faut quand même qu'il y ait aussi une autorité de régulation. Avec ça, on peut vraiment combattre les fausses informations. Alors, c'est sur ce que prend fin ce grand dialogue d'aujourd'hui, délocalisé ici à Tombouctou. On parlait des fausses informations, comment ces fake news impactent-ils les populations. Nos invités étaient Fatouma Arber, blogueuse, Alousseni Aladji, journaliste, et Baba Moulaye, président de la société civile. Cette émission a été réalisée par Gani Kanté à la régie vidéo et au son. Elle vous a été présentée par Sekou Gadjigo. Mohamedou Touré a assuré la coordination. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.